Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du balado Automédia de JF Breton en direct de l'avant-première médiatique du Salon de l'Auto de Montréal, édition 2025. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Dominique Sigouin de Noavic Consultant entre deux fins de mois. Comment ça va, Dominique? Considérez-vous comme salué, ça va très bien. Une première, je pense que c'est une première mondiale. 2 podcasts live simultanément. Simultanément, on n'y est pas. Et c'est pas qu'au Québec, on n'a pas les moyens d'ailleurs dans la planète, puis on fait avec peu de moyens et plus. On est efficace, comme dans le théâtre, mais non. On a eu la chance de se rencontrer hier au premier sommet de la CCAM. Un beau privilège, puis je vais te laisser d'emblée mettre la table. Il y a quelques sujets, quelques panélistes, quelques discussions qui ont... Écoute, ils ont fait écarquiller nos yeux, je vais dire, et ouvrir nos oreilles un petit peu. Hein? Assurément, puis ça a été intéressant parce que ça nous a permis vraiment d'avoir, puis particulièrement en termes de timing, en ce début d'année, dans le contexte justement du Salon de l'Auto qui arrivait, de voir un peu c'est quoi les préoccupations, qu'est-ce qui préoccupe là, les concessionnaires et à quoi ils pensent en ce moment là, quand ils planifient leur année ou quand ils essaient de planifier leur année, malgré, on va le dire, là, beaucoup d'incertitudes, là, particulièrement cette année. Donc, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est discuté dans le cadre de ce sommet-là pour voir un peu justement à quoi on s'attend puis sur quoi, c'est quoi les grands chantiers de 2025 finalement dans le merveilleux monde des concessionnaires du Québec. Et il y en a quelques-uns chantiers, un peu comme le bip-bip qu'on entend. Il y a des chantiers tout le temps partout, dès qu'on arrange. On est à Montréal, hein? Les concessionnaires, des défis cette année, oui, puis on va en parler de quelques points, mais il y a des défis qui sont même sur 3, 5, même 10 ans, ou leur pérennité, le modèle d'affaires. Fait qu'il y a eu plusieurs sujets qui ont couvert le court terme cette année, mais le moyen puis le long terme aussi. Quand on parle d'incertitude, tu sais, c'était une des grandes thématiques qui est ressortie. Puis, entre autres, pourquoi de l'incertitude? Bien, on pense à l'incertitude politique. Écoute, quand on parle de timing, on est très, très bien positionné présentement. Le gouvernement canadien, il n'y a plus personne sur la chaise. On est à quelques jours du revirement de situation où la subvention fédérale, finalement, il n'y a plus de subvention du tout. Les manufacturiers qui, dans les derniers jours, justement, dans plusieurs cas, se sont virés de bord et sont arrivés avec de nouveaux rabais pour essayer de compenser ça puis essayer de faire bouger les voitures électriques qui sont présentement dans les cours des concessionnaires. Fait que c'est un des exemples, des éléments qui va mériter... Oui, puis tu dis politique, tu as dit il n'y a plus quelqu'un dans la chaise, je ne dirais pas y avait-il un pilote dans l'avion avant. Je n'irai pas là, mais tu as les États-Unis, puis politique, tu as la Chine aussi, puis à d'autres égards, mais il y a une grosse incertitude politique. Puis tu parles des subventions, c'est un enjeu. Moi, je ne me tirerai pas sur le dossier. Ça a été bien couvert, sauf que c'est un des exemples des situations puis des réalités que vont vivre les concessionnaires. Puis ça a fait ressortir un mot énormément hier qui était résilience. Ouais. C'est une industrie qui est très résiliente. Mais ça, c'est un exemple. Fait que là, tu as des concessionnaires qui ont beaucoup d'inventaire. Il y en a qui n'en ont pas. Il y a eu, de toutes les histoires, beaucoup d'instabilité politique et on commence l'année 2025 avec encore plus d'instabilité politique, justement. Il n'y a rien nulle part qui est fixe, qui est clair puis qui peut donner une directive. Les manufacturiers, ça doit être la même chose aussi. Je ne parle pas des tarifs, puis on va parler des autres sujets de véhicules électriques importés, mais ouf! Il y a Charles Bernard, entre autres, l'économiste de l'ACADA, qui a parlé un peu de tout ça, des incertitudes. Tu as l'économie. Il y a eu beaucoup de changements, peut-être même positifs au niveau de l'économie. Il y a les taux d'intérêt qui ont baissé, l'inflation, fait qu'il y a beaucoup de changements. Tu es un concessionnaire automobile, tu devrais gérer ta business. Ça te prend un petit cours d'économiste maintenant aussi en parallèle. Tu gères ta business, tu gères beaucoup d'impondérables puis beaucoup d'éléments extérieurs, là, particulièrement ces temps-ci. Puis il y a de l'incertitude, mais il y a aussi certaines certitudes, comme par exemple certaines lois dont on sait qu'elles arrivent. Là. Puis c'était le sujet d'un des panels qui a été présenté pendant le sommet, qui était vraiment le panel sur le dossier FNI en lien avec la loi 30 et avec les nouvelles réglementations et la perte de certains des produits qui sont présentement offerts dans les concessionnaires. Là. On parle de résilience, transformation, c'en est un. Puis le panel, il était avec Yann de la CCAQ puis des concessionnaires. Puis il y a même des concessionnaires aussi qui sont intervenus. Ça a été justement interactif, ça a été un bel échange, puis ça nous a permis de voir différentes réalités. Donc, il y en a qui sont presque pas ou pratiquement pas affectés par ces changements-là. La majorité le sont beaucoup. Et là, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour
l'expérience de nos clients, que ce soit encore pertinent dans notre processus. Il faut sécuriser les entreprises aussi. Hein. Ça reste qu'il n'y en a pas de plus en plus à chaque année. Fait que ça, c'est la loi 30. Et là, les lois, ils les ont numérées. Je ne parlerai pas de ma 25, mais les 30, il y avait des complémentaires. Ça aussi, on dirait que il y en a de plus en plus dans les dernières années. Il y a eu des changements majeurs avec les lois pour les concessionnaires. Là. Fait que c'est beaucoup de nouvelles façons de faire, de nouvelles pratiques. C'est intéressant quand même, puis M. Olivier, qui était aussi sur le panel, Jacques Olivier, a voulu vraiment, je pense, instiguer la conversation, parce que le deadline au niveau de la loi 30, c'est juillet 2026. Fait qu'on a encore toute l'année. Mais ça passe vite, une année, on le sait, là. C'est pas beaucoup de fin de mois, ça va arriver vite. C'est pas beaucoup de fin de mois, exactement. Et donc, c'est intéressant de voir qu'il y avait une conversation relativement ouverte et très embryonnaire. Tu sais, c'était pas un panel où, voici ce qui va se passer, puis comment ça va se passer. C'était vraiment, on jase, puis on essaie de voir ça va être quoi la prochaine solution. Et on est allé, il y a quand même eu certaines idées qui ont été lancées. Oui. J'aime bien, ça me fait réfléchir à ça. Ce que tu dis, c'est qu'on s'est donné l'opportunité d'être proactif dans cette transformation-là, dans ce changement-là. Très souvent, les conférences où on va assister, c'est voici ce qu'il y en est, ou voici les impacts de. Mais là, on a une opportunité d'être proactif, puis ça a été saisi. Ça a été, je pense, une très, très belle initiative, ce panel-là. Et les interventions aussi, justement, c'est le début de la conversation. Et j'ai hâte de suivre ça en coulisses. Ah, ça va être intéressant. Puis, tu sais, toi et moi, on a déjà eu l'opportunité de faire un épisode ensemble dans lequel on questionnait l'expérience client, on questionnait la fameuse structure et le nombre de points de contact dans une concession. Dans une concession, lorsqu'on fait l'acquisition d'un véhicule, on parle des délais, on parle du nombre de personnes qu'on voit puis le temps que ça prend. Est-ce qu'il y a là une opportunité peut-être de ramener cette question-là sur la table? Ça a été discuté, entre autres, hier pendant le panel, à savoir les différents rôles, comment ils vont évoluer pour qu'au final, le client ait une meilleure expérience, mais aussi que les gens qui travaillent en concession soient quand même capables de continuer de gagner leur vie puis d'avoir un poste intéressant, finalement. Ça reste une entreprise. Toutes les entreprises ils ont pour objectif d'avoir une pérennité. Il faut être profitable, mais c'est ce que j'ai aimé, c'est que là, je pense qu'il y a peut-être une obligation ou c'est un peu plus forcé de dire, OK, on prend un pas de recul, puis c'est quoi l'expérience client? Parce que si on se transforme, puis on a une belle expérience client, qui est un beau win-win-win, que ce soit dans les produits, peu importe, tes employés, ça devrait bien aller. T'sais. Les plans de paye, peu importe les structures, tu devrais bien adapter. Là, je pense que c'est une conversation qui est vraiment en profondeur. Ça ne sera peut-être pas juste un petit patch ou une mise à jour 1.0. Je pense que ça va être vraiment une grande transformation. Oui, belle possibilité. Puis il y avait une volonté aussi en compagnie des joueurs aussi, là, qui étaient présents, là, les fournisseurs de ce type de produits-là, et les concessionnaires de dire, parfait, est-ce qu'on peut, justement, avec le temps qui est devant nous, même si c'est pas énorme, on a quand même du temps, on peut se concerter puis essayer de trouver une approche qui va être l'approche et non pas de dire il y a 800 quelques concessionnaires, voici 800 quelques différentes façons de faire et de pallier à cette situation-là. Si on se réunit tous ensemble pour mettre toutes les idées en commun, les concessionnaires, les expériences, les différentes réalités aussi de manufacturiers populaires ou haut de gamme, ceux qui sont en région ou en ville, en mettant toutes ces idées-là en commun, on va arriver probablement avec justement la meilleure solution ou la meilleure offre de solution pour le client. Puis les employés en concession. Il y a eu un autre sujet, on a parlé un petit peu de l'électrification tantôt. C'est sûr qu'avec le yo-yo des subventions, ça fait partie des éléments par rapport à ce dossier-là comme tel. Il y a aussi, justement, si on regarde, comme tu disais, à plus long terme ou à plus moyen terme, toute l'adaptation qui est requise sur le site. Là. Les manufacturiers sont dans le dossier. Mais donc, il y avait quand même comme 7 grands axes ou 7 grandes possibilités d'amélioration et d'adaptation du site du concessionnaire pour s'adapter à cette nouvelle réalité-là, de plus en plus de véhicules électriques sur le site. C'était un peu, je ne veux pas dire, pas contradictoire, mais ça exprimait le défi des concessionnaires parce que le livre blanc, justement, avec les 7 possibilités de voici ce qui se fait en Europe ou dans d'autres pays pour avoir des bornes, des panneaux solaires, des endroits de recharge. Donc, voici des investissements que vous pouvez faire dans votre organisation qui sont souvent contrôlés par le manufacturier. Puis de l'autre côté, on avait dans les sujets les constructeurs chinois qui arrivent avec leurs véhicules. Là, tu te dis, OK, si je suis concessionnaire, là, on est concessionnaire, là, on investit dans tes installations électriques
tu te fais couper tes subventions avec les gouvernements. Tes manufacturiers sont pas tous trop sûrs où est-ce qu'ils s'enlignent parce que justement, avec tout ce qui se passe au niveau de politique. Et tu as les constructeurs chinois qui arrivent avec des gros bateaux. Des gros bateaux, plein de véhicules qui sont hors des tarifs ou des frais supplémentaires, un petit peu plus abordables et de bonne qualité. Ça, c'est le Godzilla, comme Mario l'a nommé. Ça, c'est-tu un des sujets, toi, qui t'a un peu interpellé de par la complexité et la grosseur? Par la complexité, mais aussi par la place que ça a pris dans le sommet. La réalité, puis on dirait que quand t'es pas les deux mains dedans, ça semble encore loin. Tu sais, non, ils peuvent pas rentrer tout de suite, et ainsi de suite. Mais ça s'en vient. Et justement, quand les deux images qui ont été utilisées pour parler de l'industrie automobile chinoise qui s'en vient, c'est justement Godzilla ou un rouleau compresseur. Fait que dans les deux cas, l'image est assez claire sur ce que ça fait quand ils entrent dans un pays ou sur un territoire. Puis justement, il y avait un expert européen, là, Thomas Chieux, qui était là pour parler un peu de ce que ça avait eu comme impact dans l'industrie, l'arrivée, parce que là-bas, ils sont là, les modèles. Ils sont sur le marché, ils sont vendus, ils sont sur les routes, là. C'est avec un peu de recul, hier en soirée, là, quand j'ai décanté tout ça, que j'ai réalisé le privilège qu'on avait eu d'assister avec cette variété-là de sujets. Voici ce qui se passe comme concessionnaire, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses comme adaptation. Voici les réalités, les incertitudes politiques, les subventions. Voici des cas réels en Europe de ce qui s'est passé, des transformations. Voici ce qui s'est passé au niveau des opérations fixes avec les maintenances, les sources de revenus. En Norvège aussi, qui sont dans les plus avancés. Fait que là, tu as le portrait avec les usines au Mexique, les gros bateaux, qu'on disait qu'ils ont des bateaux de transport, il y en a 5 qui veulent construire. Puis tu joins à tout ça avec Steve Waterhouse, la cybersécurité, des dangers et des problématiques des véhicules déjà connectés, nord-américains, pas nécessairement chinois, mais de tous les dangers de la cybersécurité et de la sécurité avec les véhicules. Je vais dire comme Steve a dit, il garde son vieux véhicule qui est off the grid. J'ai un vieux, je vais le dire, je suis tatoué sur le cœur, tu sais, Toyota, j'ai un vieux RAV4, un année modèle. Off the grid. Je suis pas capable de le hacker avec mon sel. C'est sûr que oui, pareil. Tout se hack depuis des années, mais ça a été justement dans des sujets avec Steve, les vulnérabilités en plus. Là, on n'était même pas dans les choses chinoises, les gouvernements et la politique, mais nos clés, la sécurité de nos clés, comment que... Avec les infotainment puis des lumières en dessous du dash. C'est plein de belles nouvelles technologies, mais il y a un paquet de nouveaux risques qui viennent avec ça. Là. Ceux qui ont vu le film sur Netflix, là, Leave the World Behind, là, le film qui a été produit par la maison de production des Obama, c'est assez... Je m'en fais encore parler par ma conjointe, notamment. Ça l'a traumatisé pas mal. Elle voit une Tesla blanche se promener, puis elle est comme « Oh là là! » on n'est peut-être pas trop loin parce qu'il y a des risques qui sont là. Fait que tu es un concessionnaire, tu as à gérer ton inventaire, le manufacturier, le pipeline, les véhicules électriques, la politique, les corporations, CCAQ, CCAM, la CADA qui sont là pour aider. Tu as les véhicules chinois, tu as les dangers, les cybersécurités. Puis dans tout ça, il y en a eu un petit panel qui parlait de comment on gère puis qu'on réussit à affronter tous ces défis-là avec nos humains, avec notre personnel. Puis c'est un peu le panel que j'ai eu le privilège de modérer. Il y avait 3 concessionnaires, Mathieu, Christine et Guillaume, de 4e génération. Puis quand on s'est rencontrés puis on regardait les sujets qu'il y avait dans la journée, pas que ça faisait peur, c'était comme « OK! C'est pas un party, un beach party avec juste des bonnes nouvelles. Où est-ce qu'on s'en va? » C'est un beau constat de la réalité. Puis là, on a dit, on parle de business, des défis de l'entreprise, des défis de l'entreprise, l'entreprise, mais les humains. C'était assez impressionnant, leurs vécus, leurs histoires. Puis là, on a pu partager des trucs concrets. Je sais pas, toi, d'un côté spectateur, ce que tu en as pensé. Si tu trouves pas ça bon, tu le dis pas. Mais écoute, c'était le meilleur, de loin, le meilleur panel de la journée. Mais sans blague, c'était, j'ai trouvé ça super intéressant parce que, puis si on fait la boucle avec tout ce qu'on vient d'énumérer, là,
c'est pas compliqué, là. Même dans les dernières années, avec les sommets que la CCAQ a organisés, il y avait déjà une thématique de « Guys, il faut qu'on améliore l'expérience client, il faut qu'on change un petit peu la façon de faire, la transparence et tout ça. » Puis, tu as mentionné Mario Loubier qui parlait justement de la façon de faire des Chinois, puis des menaces, mais aussi des opportunités. Puis moi, ce que j'en retiens beaucoup de ce qu'il a apporté, c'est que ils ont une approche très, très axée sur la vente rapide, sur le volume. On a des modèles, on en a en tabarouette et on doit les sortir au plus vite, pas trop cher. Cela étant dit, là où il y a peut-être l'opportunité, c'est dans l'expérience d'achat, c'est dans le service au client et dans le service après-vente aussi, où les concessionnaires actuellement ont une belle opportunité. On en parlait déjà, qu'il fallait se démarquer et qu'il fallait travailler sur ça. Bien, voilà un autre argument qui s'en va dans le même sens, dans le fond. Tout est dans tout, hein? Connect the dots, puis encore là, M. Domoschieu, si je ne m'abuse de son nom, qui nous dépeignait le portrait de ce qui s'est passé en Europe. Mais là, il y a des statistiques que je ne savais pas, où est-ce que le nombre de marques de véhicules électriques chinois, puis que là, peut-être 5-6 ans, il y en a 40 quelques qui existaient, qui n'existent plus, puis il y en a 40 quelques nouvelles. Donc, l'instabilité de ces marques-là, connectée avec l'expérience client, puis je pense que les Nord-Américains, et Canada et Québec encore plus, ça se peut qu'il y ait de l'attrait si jamais les véhicules, ou pas si jamais. Quand les véhicules chinois vont arriver avec les tarifs ou peu importe, puis les prix, il va y avoir de l'attrait. Mais je crois que c'est là l'opportunité, puis on n'aura pas beaucoup à forcer, parce que comme consommateur, tu veux acheter un véhicule d'une marque que tu ne sais pas si elle va disparaître dans 2 ans? Non, parce qu'on n'est pas habitué avec cette culture-là. On a des marques centenaires, des marques qui sont fortes, avec des réseaux de concessionnaires très présents partout, pas 1 ou 2 par pays et ou province. Donc, c'est tellement une belle opportunité avec tout ce qui s'est passé. Puis notre modèle d'affaires, la façon de faire ici versus les modèles agences en Europe aussi qui sont développés. Cela dit, il y a aussi certains, tu sais, BYD, pour ne pas le nommer, en est un qui... C'est un mastodonte. C'est colossal, puis ils ont une capacité de production phénoménale. Donc, il ne faut pas non plus se dire « Ah, ça ne se passera pas ». Puis, il y a pas... Je pense que, puis je ne me rappelle plus lequel des intervenants me disait « Si le véhicule est de bonne qualité, il est disponible, puis il est à un bon prix, il y en a des gens qui vont dire « Parfait, ça m'intéresse, je vais de l'avant avec ça ». Donc, c'est là que vraiment de travailler sur... On s'entend, en tant que concessionnaire, on ne peut pas travailler sur le produit et sur le prix qu'on le détaille. Non, puis c'était ça le point de qu'est-ce qu'on contrôle. La seule chose qu'on contrôle, c'est notre culture, nos valeurs, comment on veut gérer notre concession, comment on va s'occuper de nos employés, comment on va investir en eux, qu'on va les former, quel type d'expérience client on veut faire vivre, indépendamment des cycles et des turbulences que les manufacturiers vont vivre. Il va y avoir des nouveaux joueurs chinois qui vont arriver, comme BYD ou autres, des gros joueurs qui vont être solides pour s'implanter. Donc, il va y avoir des nouveaux modèles d'affaires. Je pense que c'est encore plus important pas de faire sa certification, là, mais de faire ce qu'on a à faire pour être transparent, avoir une confiance du public puis faire vivre une belle expérience. Bien, puis il y a beaucoup de parallèles qui ont été faits à ce sujet-là avec l'industrie de l'hôtellerie haut de gamme, l'hôtellerie de luxe. Il y a beaucoup d'exemples qui provenaient de cette industrie-là. Fait que l'idée, c'est pas de transformer vos concessionnaires en hôtels 5 étoiles nécessairement, mais il y a des petits nuggets, là, des petites bribes, des façons de faire, puis justement des approches qui peuvent avoir une grosse différence finalement sur l'expérience que les gens vivent chez vous. Puis ça me ramène justement à ton panel qui a été animé. Puis c'était intéressant parce qu'on avait de l'expérience générationnelle. C'était des entrepreneurs, de repreneurs aussi de multiples générations. Là, Mathieu Spinelli, Guillaume Girard, Mme Bourgeois aussi, Christine Bourgeois. Des 4e générations et ou repreneurs, puis des entreprises centenaires pour la plupart, des réalités différentes, des groupes, des uniques, des manufacturiers européens, japonais, américains. J'ai été privilégié. C'était un cadeau pour moi d'avoir pu modérer ce panel-là parce que quand on a fait un appel, on n'a pas eu 100 heures de préparation. On a fait un appel avec 1 heure, on a échangé, puis on a mis la structure, mais j'étais privilégié d'avoir la rencontre de ces 3 personnes-là qui n'ont pas souvent la chance de rencontrer puis d'échanger à leur réalité, leur niveau. C'était des 4e générations. Fait que de partager, de voir que finalement, même s'ils ont des réalités totalement différentes, avec des structures différentes, un
45, 70 ou 650 employés, c'est la même façon de gérer les cultures, les valeurs, la communication avec les employés, la transparence, l'ouverture avec les employés, puis de faire vivre une belle expérience aux employés. Aux employés. Pour que les clients aient une belle... Bien, justement, on parle d'expérience client, mais ça passe par les gens avec qui ces clients-là sont en contact. Fait que, tu sais, vraiment la philosophie de dire prends soin de ton staff et le staff va pouvoir prendre soin ensuite de ça. Ça m'a amené à penser que le modèle d'affaires des concessionnaires, là, je garoche un Nostradadum dans le... Aux abris! Dans l'univers, dans une prédiction dans 5 ans, on déterrera ça. Les concessionnaires qui ont des propriétaires, que ce soit des groupes, des regroupements, parce qu'il y en a beaucoup, mais que tu as des propriétaires et ou copropriétaires impliqués, versus il y a des BYD ou autres modèles, agences ou plus corporatives, on va dire sans âme, il va avoir un clivage, il va avoir une différence. Fait que je suis convaincu que dans le long terme, le modèle d'affaires concessionnaire, qui a une portée humaine locale, qui a un propriétaire ou une direction qui est impliquée, c'est eux qui vont gagner à long terme. Tout étant que le manufacturier comprenne ça aussi et embarque dans cette ligne-là. Exactement. Bien, ça, c'est un autre des impondérables ou un autre des éléments qui va être justement à suivre et qui n'est pas nécessairement on a beaucoup d'épisodes qu'on va tourner dans les prochains mois avec ces sujets-là. Il y a de la matière. Il y a de la matière. Écoute, il y avait aussi, puis je pense que c'est pas mal ce qui faisait le tour des grands dossiers. Il y a Yann Samiucci de la CCAQ qui a fait une mise à jour aussi à ce niveau-là du côté de la CCAQ et notamment avec le processus de certification. Je retiens qu'il y avait des bons chiffres, tu avais pris... c'est ça. Bien, il y a presque 300 concessionnaires là, qui, officiellement, en ce moment, sont soit complétés ou en processus de compléter justement les premières étapes de cette certification-là. Fait que c'est encourageant, c'est des belles nouvelles. Le premier deadline est au mois de mai, si j'ai bien compris. Écoute, moi, là, dans ce temps-là, pendant que Yann avait le privilège de nous partager ses mises à jour, j'étais en coulisses en train de me faire micer pour monter pour le panel, mais... si je ne me trompe pas, d'avoir une mobilisation, d'avoir encore un plus grand nombre, d'avoir un 2 tiers, s'il faut, ou la majorité, c'est important. Puis je pense que, il y a plus de concessionnaires qui auraient dû être présents. La salle était pleine. On était full house hier au sommet, mais encore plus de concessionnaires devraient s'investir dans des journées comme le sommet ou celui de la CCAQ qui va avoir lieu vers la fin de l'année. Impliquez-vous pour comprendre, puis avec les enjeux qu'on a vus hier, puis un peu l'espèce de résumé qu'on fait, JF, de dire l'expérience client. Ça va rester que, malgré ma marque, c'est toutes des couleurs, il y en a qui aiment toutes les couleurs. Et ce que Yann et son équipe fait, ça va très bien, puis j'ai hâte de voir au sommet de la CCAQ qui va avoir lieu à la fin de l'année. Encore là, les dates, je ne les ai pas par cœur, puis je ne voudrais pas dire n'importe quoi. On va les afficher au bas de votre écran. Voilà. Mais... Et ce sera à Québec. J'ai retenu aussi que ce sera de retour à Québec pour cet automne. Au Collège militaire, si je ne m'abuse, au même endroit. Incroyable. C'est incroyable. Ça va être, ça va être... J'ai déjà hâte d'y être, mais on parle d'expérience en ce moment. On parle d'expérience client. L'expérience client que les gens s'apprêtent à vivre. On est à l'ouverture du Salon de l'Auto de Montréal. L'avant-première bénéfice. Ce soir, on aura le privilège de s'y croiser, n'est-ce pas? On va serrer quelques mains. Encore là, une belle opportunité de se réunir puis de réseauter, mais juste d'être entre humains puis de partager. C'est vraiment... Puis de voir aussi l'ensemble des manufacturiers, qui sont de retour, les kiosques. Il y a des kiosques, on a, oh wow, la grandeur, les équipements, fait qu'il y a des magnifiques salons. J'ai hâte de le visiter vendredi, à son ouverture aussi, parce que ce soir, je crois que je ne vais pas voir les véhicules trop. Mais quand on va terminer, je vais aller faire une petite tournée et si jamais vous entendez ça ou vous voyez la diffusion du podcast puis que le Salon de l'Auto de Montréal n'est pas terminé, si jamais on est assez rapide, venez, n'hésitez pas. Puis il va y avoir celui de Québec aussi qui s'en vient. Un autre rendez-vous. C'est dynamique au Québec. C'est le fun. C'est cool. La passion automobile. Tu sais, les clients, les acheteurs sont là, les gens. Les gens, il y a beaucoup de monde qui trippe sur l'automobile au Québec. Tu sais, fait que c'est des beaux événements. Je suis vraiment content, bref, qu'on ait pu
briser la glace de, de cet événement-là en jasant un petit peu de ce qui a été discuté hier. Merci pour cette discussion commune. Merci à toi, un plaisir. Puis c'est une de nombreuses. On se refait avec probablement justement les prochains salons et sommets. On s'arrangera de couvrir l'actualité, de partager. Et plus il y a de concessionnaires, plus il y a de partenaires qui vont collaborer pour développer les prochaines recettes, pour l'expérience client pour les prochaines années. J'aime win-win-win toujours, puis c'est le consommateur. On veut s'acheter des véhicules, il faut s'en acheter. Ouais, c'est vital ou émotionnel, c'est selon, mais on peut savoir la plus belle expérience pour s'y procurer. Je pense que c'est ça qui est en train de se dessiner pour les prochaines années. Fait que si vous voulez prendre part au débat, c'est pas compliqué. Dans les commentaires, en dessous de cet épisode, sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train de consommer, dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous quelles sont vos préoccupations de 2025. Et évidemment, pour voir comment ça évolue tout ça, puis pour assister à nos prochains échanges, n'est-ce pas? Abonnez-vous! Fait que, sur ce, bon salon, bonne avant-première bénéfice ce soir et bonne année 2025. Même chose et considérez-vous comme salué.